Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo débrief des 3 finales d'hier, des finales what the fuck, mais des super finales. Donc, bienvenue à tous, on va pouvoir parler de ça, prenez des petites chips, des petites cacahuètes, des petits trucs, parce qu'on va débriefer tout ça. Premièrement, des finales qui ont été toutes différentes, évidemment, avec du choc, mais saupoudré de bras qui tremblent et de peur de gagner. Pour parler des résultats, victoire de Joao Fonseca, peut-être le nouveau GOAT de la terre battue, on ne sait pas, on reste prudent, on se calme, on s'assoit, mais un niveau de jeu, franchement, c'est stratosphérique. Le niveau de contrôle de ce mec est absolument génial. Il est dans un public argentin complètement on fire avec le Cerundolo qui est là, qui au moindre petit lever de doigt, le public se dresse et l'acclame. Premier set accroché, ça se break, ça se débreak au début, il y a de la tension, c'est normal. Première finale pour Fonseca sur un 250. Derrière, il joue contre un Cerundolo. Bon, Cerundolo, le mec, il a l'habitude quand même. Il part à sa première finale. Bon, le mec, il a un petit peu plus de référence que Fonseca. Il est chez lui. Fonseca paraissait fatigué. Il y a eu des matchs compliqués. Cerundolo, il sort Alexander Zverev, quand même finaliste à Roland l'an dernier. Donc, tout porte à croire que ça va aller sur un 3-7. Cerundolo va mettre la pression. Bon. Et en fait, on a eu l'impression que Fonseca, il avait déjà joué 3 finales de Grand Chelem. Un self-control que, je sais pas, à 18 ans, qui est capable de faire ça en fait? Qui est capable d'avoir un tel self-control à son âge? C'est du délire complet. Franchement, ce mec-là, on sait pas où ça va aller, hein, mais la puissance déjà du mec, la puissance en coup droit, l'intelligence au service, je veux dire, c'est complètement délirant. Même si à la fin de match, il y a break de sa part, puis il s'est débreaké une fois 5-4, une fois 6-5. Mais en même temps, avec le public, c'était infernal, quoi. Là, c'était... En même temps, on aime ça, on adore ça. Mais là, le public, à chaque fois qu'il ne passait pas une première balle, ça faisait ouais, le pauvre arbitre obligé toutes les 15 secondes de dire gracias, gracias, respecto, je sais pas quoi. C'était complètement dingue. Ce Fonseca, d'une intelligence de jeu, il arrive à varier son service, donc il est capable de mettre de la puissance, il est capable de téléporter sur un service extérieur Cerundolo, il a fait des 1-2 comme ça, en allant après chercher le côté ouvert. Et une puissance de jeu qui est dingue, en coup droit, à chaque fois que... Pourtant, Cerundolo en coup droit, c'est pas dégoûtant quand même. Cerundolo en coup droit, il est capable d'envoyer du caramel, c'est pas mal. Mais Fonseca, c'est à son âge, 18 ans, c'est monstrueux, c'est tout simplement monstrueux. Donc dans la gestion du match et des émotions, ça a été incroyable. Il avait déjà le il a déjà le caractère d'un grand, d'une façon complètement mature dans le jeu, mature dans la tronche. Franchement, je suis complètement bluffé par la victoire de Fonseca. Je pensais pas qu'il irait au bout. Je pensais surtout pas qu'il allait être patron comme ça, en gestion sur l'ensemble de la partie, quoi. Donc, victoire de Fonseca, franchement, une victoire complètement dingue. Tactiquement, franchement, c'est quasi parfait. Alors, il est jeune, donc forcément, il y a des moments où il y a un peu de précipitation. Franchement, pour son âge, là, il se classe parmi les plus grands. En termes de qualité de balle, il y a du lift qui fait mal sur terre battue. Il est capable de lifter un peu moins quand il accélère, mais ça part, on a l'impression limite que ça fuse. C'est ce qui est dingue, c'est qu'on a cette impression de... C'est pas de la terre battue quand il accélère en coup droit. Et donc Cerundolo fait pas un mauvais match. Alors, dans la tronche, on sait que Cerundolo, notamment là, quand il se fait breaker 4-3, ou à 3-3, je sais plus, il rate cette espèce de volée de coup droit canarde dans le filet qui donne le break. Mais derrière,
le break, il faut le confirmer. À son âge, le break, il faut le confirmer. Et il faut le confirmer 2 fois. Parce qu'après, ça sert pour le set. Et, dans le deuxième set, il y a ce moment de flottement, évidemment, parce que le public est complètement dingue. Il perd un petit peu ses moyens, Fonseca. Et Cerundolo sent que quand il revient, que ce soit à 6-5, à 5-5 ou à 6-6, on se dit que ça peut échapper à Fonseca. Ça peut lui échapper complètement. En fait, il n'y a rien qui a échappé du tout. En fait, il a été en maîtrise. Cerundolo, c'est là où dans la tronche ça a un petit peu coincé. Mais Fonseca, moi les gars, je suis hypé en fait par ce mec. Je sais pas moi ce que ça va donner. Là, si on peut avoir un nouveau Big 3, bon bah là même si Sinner, bon il va réfléchir un peu avec ce scandale là qui est derrière lui. C'est pas le sujet de la vidéo, mais petite parenthèse pour dire que Fonseca, il peut s'immiscer là. Clairement, on sent qu'il y a un truc qui se passe. Sinner, 3 mois de pause. Petit bidouillage, un petit truc, un petit machin. Bon. Fonseca peut se glisser dans cette brèche parce que on a 4 Masters 1000 qui arrivent. Le dur américain, Indian Wells, Miami. La terre battue, Monte Carlo, Madrid. Alcaraz, champ libre. Il y a du Djokovic ambulant qui est là pour faire peur. Mais bon, on sait que Djoko, il est plus sur la fin de sa carrière. Même s'il reste absolument compétitif. Tout à fait compétitif. Donc, pas de Sinner. Fonseca a tout à fait la brèche pour aller titiller du Carlos Alcaraz. Parce que là, franchement, on va parler sérieux. On va voir comment il s'en remet. Je suis pas sûr qu'il enchaîne sur Rio. On verra pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Il a la place, là maintenant. Alors, il va y avoir de la pression. On va voir comment il va gérer tout ça. Mais là, on est hypé. Là, ça y est, Fonseca, il passe un cap. Donc là, il peut s'immiscer dans la brèche. Pas de Sinner. Donc, pendant 3 mois, j'ai envie de dire, si son objectif, c'est son objectif, d'aller titiller les tout meilleurs, il a 3 mois pour aller montrer au tennis mondial qu'en fait, il y a Carlos Alcaraz, il y a Yannick Sinner qui est dans la sauce, une bonne sauce bourguignonne d'ailleurs, hein. Bien comme il faut. Je dirais même Arabiata, sauce au piment, tu vois, un truc qui pèse un peu. Donc il y a du Sinner, il y a du Alcaraz et il y a Fonseca. Parce que là, franchement, tennistiquement, sur terre battue, du moins, on verra sur dur, même s'il a déjà réussi à montrer des choses. Je pense que c'est top 10, hein. Quand on voit le top 10 d'aujourd'hui, et les performances des top 10 là, de cette semaine, bah Fonseca est dans le top 10, hein. Je suis désolé, hein. Mais en tout cas, je suis ultra hypé. On en reparlera dans les prochaines vidéos, évidemment. Deuxième finale, la finale de notre cher GOAT, Hugo Humbert, comme dirait SV. Magnifique victoire de Hugo Humbert sur Medjedovic. Un Medjedovic qui n'a pas démérité, on sait que dans la tronche ça peut être un peu pile ou face, parfois. Pile quand ça gagne, ça va bien, face quand ça perd, ça peut un peu jeter les raquettes et c'est un peu vulcain là-dedans. Il y a de la lave en fusion, mais il a fait son match, Medjedovic. Il a été sérieux. Hugo, il a joué régulier. Il n'a pas joué prime, Humbert. Il n'a pas joué prime. Il y a eu des séquences de jeu géniales, mais il n'a pas joué prime. Il a joué son niveau moyen, régulier au service, même si on l'a connu meilleur. Et en fait, ça a suffi. Ça a suffi pour battre Medjedovic. C'est là qu'on voit le potentiel. Enfin, indoor, c'est top 5 mondial. C'est top 5 mondial en indoor. Medjedovic, c'est pas rien. On a senti par moments un peu physiquement, Medjedovic n'était pas évident, mais franchement, ça a été brillant. Par moments, quand Medjedovic se précipite pas complètement, eh ben, il a mis en difficulté Hugo. Parce que Hugo jouait pas prime. Et Medjedovic, quand il mettait de la régularité, ça va être le mot du jour, régularité, provoquer chez Hugo un petit peu de difficulté. Même s'il est quand même assez métronomique comme ça, hein. Hugo, il aime bien jouer en cadence, mais la balle de Medjedovic, quand elle était régulière dans le terrain, il n'arrivait pas à la réaccélérer comme il faut. Et c'est souvent Medjedovic qui réaccélérait, et quand cette accélération était dans le terrain, très souvent, il y avait point pour Medjedovic. Mais en termes de régularité, Hugo a été meilleur. Sa balle, qui est une balle à plat, très à plat,
très lourde, a fait que, en étant régulier, métronome, comme ça, paf, paf, il sait que Medjedovic, il y a un moment où en fait le point, il faut que ça bascule. Eh ben, il y a eu des erreurs, il y a eu des balles plus courtes de Medjedovic, et donc les attaques d'Hugo étaient plus simples. Match serré, on n'est pas sur une victoire facile. Dans aucune de ces 3 finales d'ailleurs, il n'y a eu aucune victoire facile. C'était des belles finales dans leur style. Hugo qui continue à nous prouver que son niveau moyen se rapproche vraiment du top 10. Enfin, en indoor, c'est vraiment top 5. Et on sent voilà, qu'il y a du top 10. Parce que battre Medjedovic, Medvedev top 10 de mes deux, il s'est pris une rouste. Il s'est fait rouster. Humbert, ça a enchaîné du 2-7 de partout. C'est un 250, machin, tout ça. Medjedovic, c'est un gros client. Et je connais pas beaucoup de top 10 cette semaine qui auraient battu Medjedovic. Moi, ça me régale. Moi, il me régale. Hugo, il me régale. On est au indoor, c'est un 250. Ok. Moi, maintenant, Hugo, objectivement, j'attends de lui qu'il aille me chercher de la grosse perf en Masters 1000. Ah, merci, l'an dernier, c'est de l'indoor. En indoor, on sait, top 5. Maintenant, ce que j'attends vraiment d'Hugo, c'est que même sur le dur extérieur, c'est pas la même surface, c'est pas pareil. Mais ça reste la surface dure. Pour moi, sur dur, il est vraiment très bon. Et j'aimerais bien qu'il aille me chercher des résultats là aux États-Unis. Donc, Hugo, magnifique, tu nous régales, continue, ça fait plaisir. T'es sur une super lancée. Faut vraiment que ça continue. Dernière finale, alors celle-ci. Cette finale, ça a été à l'image des deux mecs. Vous avez une finale Davidovich-Fokina contre Miomir Kecmanovic. Davidovich-Fokina, je sais pas, ça me fait penser... c'est une ampoule. Davidovich-Fokina, c'est une ampoule. Il y a un faux contact. Vous savez, ça clignote pas. De temps en temps, elle s'allume. Puis après, elle s'éteint. Puis après, elle se rallume un peu, elle clignote. Donc, Davidovich-Fokina, c'est une ampoule. Quand elle s'allume, elle éclaire tout. Et donc, ça, c'est parfait. Quand elle clignote, ben il y a du bon et du moins bon, et quand elle est éteinte, bah, c'est cata quoi. Donc là, l'ampoule était allumée cette semaine, jusqu'à la finale. Enfin, du moins jusqu'à ce que il serve pour le match dans le 3e. Donc premier set, super solide. Miomir Kecmanovic, il a le même niveau de jeu tout le long. Tout le long du match, avec des petites oscillations de bon et de moins bon. Le niveau est... Franchement, il bouge pas. Davidovich-Fokina, c'est monstrueux. Premier set, c'est génial. Deuxième set, il le basourde un peu. Physiquement, ça devient dur. Il l'avait dit d'ailleurs, hein, c'est compliqué. Il se préserve, il sent que Kecmanovic prend le dessus, il force pas. Ce que je peux comprendre. Troisième set, ça repart sur les bases du premier. Fokina, quand il attaque comme ça, mais c'est... Franchement, quand il joue comme ça, c'est pareil, c'est top 10, quoi. Quand il joue comme ça, il a les cannes. Quand il a les cannes, il a ses accélérations de dingue, ses fulgurances. Et une forme d'intelligence de jeu, parce qu'il joue pas non plus n'importe comment. Et en fait, c'est électrique, et c'est incroyable à regarder. J'adore le style de Davidovich quand l'ampoule est allumée. 5-3, 5-2 ou 5-3, il sert pour le match. 5-3. Et là, il y a la crispation. Il n'a jamais gagné de titre. Et vous avez Kecmanovic, qui est là tout le long. Super contreur, Kecmanovic, c'est des cuisses comme ça. C'est lourd à déplacer, Kecmanovic. Quand il accélère, ça donne une balle qui part vite, qui gicle en fait de sa raquette, met du lift. Son revers, c'est super solide. Boum! C'est vraiment un geste très simple et très épuré, mais bam, ça envoie. Ça reste puissant, c'est une balle qui reste naturellement puissante. Quand il accélère, ça fait vraiment mal. Mais il est puissant. C'est pas le joueur le plus rapide, mais il a quand même des cannes. Il a des bons appuis avec ses grosses cuisses, là. C'est un mec qui renvoie. Et il est assez précis. Il est assez précis. Avant... Quand il s'est un petit peu perdu là, ces dernières années, on était sur du Kecmanovic qui tape. Ça tape,
Il y a les mêmes cuisses, il y a la même puissance, mais parfois ça tape un peu, quoi. Ça tape un petit peu, et donc, comme il faut mettre de la puissance que la balle revienne, bon, ça avait tendance à sortir, à aller dans le filet, à se précipiter un petit peu, et les contres étaient un peu moins intelligents. Là, on a vu un Kecmanovic en contre, moins dans la puissance, dans une balle qui reste rapide, mais plus dans le contrôle. Et donc quand vous jouez comme ça, métronome, face à un joueur comme Kecmanovic, qui sert bien, qui contre très bien, vous êtes obligé d'en mettre un peu plus. Obligé d'en mettre un peu plus, parce que dans le jeu, ça reste une balle rapide, pas évidente à ramener. Si vous n'en mettez pas assez, il a cette capacité à accélérer en coup droit comme en revers, c'est génial. Et il a le coffre. Et Davidovic, quand l'ampoule est allumée, objectivement, il est meilleur que Kecmanovic. Il est plus svelte, il a de la puissance, il a une meilleure main. Donc ça donne ce que ça a donné, même si physiquement dans le deuxième, on l'a dit, Davidovic, il laisse passer le deuxième, mais dans la tronche, c'est le même principe. Régularité. Régularité. Kecmanovic, il a joué régulier. Du bon, du moins bon, mais ça a été du début à la fin. Et quand il a fallu servir pour le match, Davidovic plus brouillon, Kecmanovic régulier. Victoire de Kecmanovic, Adil Rebic, je suis content pour lui parce que c'est un joueur qui se la donne. C'est un mec qu'on n'entend pas beaucoup parler, ça fait partie de ces joueurs sous-cotés. Et c'est intéressant, ça va être intéressant à regarder, on va voir un petit peu ce que ça va donner. On n'a pas d'attente énorme sur Kecmanovic, mais ce genre de titre, ça peut lui donner de la confiance et il peut aller chercher des bons résultats sur dur. Il peut faire une bonne saison, Kecmanovic, cette année, ça peut être pas mal à surveiller, ça peut être du moins sur de la prise de pari, ça peut être intéressant. Je pense qu'il va rarement perdre contre des joueurs moins bien classés que lui. Conclusion de ces trois finales. Le maître mot pour moi de ces trois finales, ça a été la régularité. Régularité et la maîtrise dans la tronche. Un peu le cas souvent pour les finales, j'ai envie de dire même dans le tennis en général, mais ça a été assez marqué, je trouve, pendant ces trois finales. Fonseca, d'un calme olympien, un niveau de jeu qui a été constant, une puissance qui a été constante, face à un Cerundolo qui lui aussi a été constant. Mais dans les moments importants, ça a débloqué un petit peu et on a eu ce bras qui tremble. Medjedovic, pour moi, c'est là où c'est le moins marqué, c'est que les deux ont vraiment bien joué au tennis. Et ça s'est joué sur des détails où Hugo, à l'expérience, l'a eu. Medjedovic, peut-être un peu diminué physiquement. Il a été au bout de son match, il n'a pas pété les plombs, il a pas, après la perte du premier set, il s'est pas décontenancé, ça a été un très bon match. Encore une fois, dans les moments importants, Hugo, il a été là et il a été régulier. Et Kecmanovic contre Davidovic Fokina, là, ça a été vraiment la démonstration parfaite que un style de jeu qui se base sur des étincelles, quand elles sont constantes, ça donne un tournoi magnifique. Mais le problème, c'est que si elle s'éteint, il n'y a pas de niveau moyen chez Davidovic Fokina. C'est soit tout, soit rien. Et le niveau moyen, ouais, ça ne suffit pas pour faire des perfs. Et contre un mec comme Kecmanovic, qui lui a un niveau moyen, qui lui a ce jeu-là de contre et de balles rapides, efficaces, si c'est pas toujours au top, bam, vous faites cueillir. Donc 3 titres super intéressants, 3 tournois qui ont été des beaux tournois. On aime ces formats, on adore ces formats. On aime ces formats d'une semaine. C'est super, voilà, j'adore. Je me régale. Ça nous régale le dimanche dans le canapé de regarder les finales. La TP est en train de complètement détruire ce truc-là, mais bon, c'est un autre sujet. On y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo. 3 joueurs à suivre, même les 3 finalistes qu'on va continuer de suivre. Pour cette année, franchement, une année qui s'annonce vraiment sympa. On sent qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer. On va donc passer au pronostic. Alors, donc pour ces premiers tours donc à Doha, donc on a du Lehechka Dimitrov. Match plutôt intéressant. On va parier sur le nombre de jeux parce que quand même les deux servent bien et les deux sont solides. Ça peut être pas mal du tout. Marozsan contre Aziz Dougaz. Bon, quand même, Marozsan est quand même favori sur dur. Événement important. On peut au moins parier sur le set de Marozsan, mais ça semble un peu léger. Donc on va partir sur la victoire de Fabian Marozsan. Ensuite, Alcaraz Silic, c'est pas très intéressant en termes de cote. Popyrin Draper, ça va être un super match.
Là aussi, un nombre de jeux, plus de 18,5. Dans un combiné, ça passe très très bien. Et je pense, oui, les deux servent bien, les deux sont quand même solides. Ça peut se jouer comme ça. Et ensuite, on va aller direction Rio. Miliani, Alaves, Shevchenko, je parie sur le Brésilien. Plus à l'aise sur terre battue, chez lui, Shevchenko, c'est trop brouillon. Paris pour Jarry, contre Juan Manuel Cerundolo. Eide Comensana, je parierais sur le set de Eide, puisque sur terre battue, il a une puissance. Je l'ai vu un petit peu jouer en challenger, c'est quand même vraiment pas mal. Tseng Tabilo, bon, même si le Chilien, il est un peu perdu en ce moment, je pense quand même que le set de Tabilo se fait. Je pense quand même. Des Acosta Montero, ça va être un gros match de terrien. Je pense que ça va être long. Montero, devant son public, il est capable de faire le show. Donc, ouais, plus de 18,5. Et puis, je vais parier sur le set de Sabot Wild contre Mounard. Même si je pense que Mounard va être capable de l'embêter un petit peu. Le set de Sabot Wild, je pense que c'est tout à fait jouable. Donc voilà, ça vous fait un petit combiné à une cote à 9. 10 €, ça vous fait 100 balles. Franchement, c'est pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà les amis pour ce débrief. J'espère que la vidéo vous a plu. Je ferai le débrief des matchs d'aujourd'hui à Doha et à Rio. Débrief que l'on fera soit demain, soit après-demain. De toute façon, la vidéo sortira. Donc vidéo plus courte, je pourrais pas faire des extraits comme ça de points à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de matchs et ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais en tout cas, on pourra faire un débrief de tout ça, donner notre avis sur l'évolution de ces deux 500. Et voilà, je vous dis à bientôt les amis et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!